programmation de ce mois de février qui est déjà bien entamé, donc avec cet événement du 4 au 28 février, de l'histoire déniée au déni de justice, histoire coloniale, racisme anti-noir, lutte panafricaine d'hier et d'aujourd'hui. C'est en fait une initiative collective, enfin, le fruit d'un travail collectif. Il y a eu beaucoup de rencontres, des exposés, de nombreuses personnes sont venues croiser un peu des thèmes sur l'Afrique, les Caraïbes, l'histoire, la justice, le droit. Et puis on voulait vous proposer de revenir là maintenant un peu sur le programme pour s'imprégner vraiment des moments qui ont été partagés ici, avant de vous présenter un peu ce qui va se dérouler cet après-midi. Voilà, je vais commencer avec le jeudi 4 qui était l'ouverture. Alors le jeudi 4, comme on l'a dit plusieurs fois, le 4 c'est la date du décret de la première abolition. Donc cela nous a permis d'ouvrir justement sur Haïti. Donc vous allez découvrir le programme tel qu'il s'est passé. Mais juste un complément, c'est que ceux qui ont ce fly verraient naturellement qu'il y a 3 organisations locales avec d'autres personnes qui ont contribué sans organisation dans le projet et 2 organisations extérieures qui ont permis, extérieures et en même temps qui sont bien implantées à Nantes, ont permis aussi à ce que ce programme soit aussi riche. Et je parle bien entendu des 3 organisations qui sont le Cercle du Marronnage, l'association Afrique Loire et Case Rebelle. Et puis nous parlons de 2 organisations extérieures internationales, le Mouvement international pour les réparations, et puis l'UPAF, l'Université populaire suisse. Et derrière, on a 3 logos. En fait, ce sont des organisations avec qui nous travaillons de temps en temps, mais il y a d'autres qu'on observe de temps en temps, et qui nous paraissent être des organisations utiles actuellement, suite aux différentes luttes qu'elles mènent. Donc on commence par la brigade anti-négrophobie, et je vous demande vraiment de les accueillir avec les mains. Vivolé, représenté par Ramata Dieng. Et puis, unité, dignité, courage, représenté par Mwazulu Diabanza. Alors, la deuxième journée était consacrée, le 5, était consacrée plus au Congo, avec une exposition qu'on avait ici à la place de certains panneaux que vous allez voir. C'est une cartographie des territoires Congo au Brésil, un travail de Rafael Sancho, qui est un géographe brésilien. Donc voilà, c'est une expo que nous avons, je ne sais pas si on l'a dans la salle, mais en tout cas on pourra vous faire suivre quelques images de cette expo qui nous permet aussi de faire un rapprochement entre le Congo et puis tout ce qui se considère comme étant Congo. À remercier en premier lieu tous ceux qui ont permis et qui ont organisé, ou j'ose dire créer ces circonstances. Ces circonstances pour nous permettre maintenant de jouer ces tambours de la Révolution. Il n'est toujours pas facile, vu les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, et vu l'histoire qui est nôtre, pour arriver à créer ces conditions, à créer ces espaces, pour permettre en fait que la vérité continue, ou le son du tambour là continue à résonner. Ces mêmes tambours là, comme vous le savez, a toujours résonné, depuis l'Afrique datant de nos aïeux, et jusqu'à ces jours, partout où nous sommes. Ce qui fait que cette Afrique, nous l'avions partout. Partout où nous sommes, partout où nous avions été déportés de gauche à droite, balancés de gauche à droite dans les 4 coins de l'univers. On a toujours cette Afrique-là. Donc au nom de ça, je voudrais vous dire merci. Merci de votre disponibilité aussi et de cette attention que vous nous accordez. Hier, comme je vous l'ai demandé, et j'ai choisi, lorsque il m'a été demandé de venir intervenir aujourd'hui, j'ai choisi, c'était un choix que j'ai fait, d'aborder un thème, la jeunesse révolutionnaire sur le pas de Malcolm X. Pourquoi ces choix? Je pense que les circonstances actuelles sont exactement, à mon humble avis, les mêmes circonstances qui, autrefois,
ont caractérisé les temps de combat à l'époque de Malcolm X, je me situe vraiment à cette époque-là. Ces mêmes circonstances, le même contexte même, je dirais. Et nous en sommes. Alors, ce n'est pas que nous allons marcher, mais nous sommes sur le pas de Malcolm X. Nous sommes sur le pas de Malcolm X et nous sommes une jeunesse révolutionnaire. Révolutionnaire parce que nous avions résolu la révolution en 2 mots. La compréhension et le changement. Et Malcolm X est le cas illustratif de ce que cette compréhension et ces changements. Vous savez, sa vie, point n'est besoin pour moi de revenir sur sa vie parce que, je disais le cas illustratif, parce que cette vie, c'est la vie que nous avions. C'est la vie qu'a celui ou celle qui ne comprend pas. C'est la vie qu'a toute personne qui se place sous domination ou qui est sous exploitation. C'est cette vie-là. Mais il fallait que la révolution arrive, c'est-à-dire l'étape de la compréhension. Malcolm X a compris, avait compris le mécanisme, avait compris le système, avait compris comment ça se passait, avait compris quelle était sa place. Parce qu'avant tout, si je remonte le cordon ombilical de cette Afrique ô combien splendide, quand on parlait de la personne humaine, on parlait du Muntu. Et quand on parle du Muntu, on parle d'état plénitude dans tous les sens du terme. Et sur ce, lorsque Malcolm X a compris, il aurait fallu qu'il bascule dans cette identité qu'il a compris. Donc, cette compréhension, je disais que après la compréhension vient le changement. Il n'a pas simplement compris pour en rester là, mais il a compris parce qu'il fallait opérer un changement. Et notre jeunesse, elle est révolutionnaire parce que nous sommes dans cette phase de la compréhension. Nous sommes dans la phase de la compréhension de comprendre quelle est notre place. Donc, la personne humaine, comme je disais, le Muntu, c'est d'abord quelle est ta place dans la chaîne de la création. Parce que ce qui fait défaut aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a certaines personnes, quand on parle de tout ce qu'on a parlé, de tout ce qu'on peut évoquer, c'est parce que les gens ne connaissent pas quelle est ma place. Les gens ne savent pas réellement quelle est ma place. Dans le monde, dans l'univers, dans la société, quelle est ma place. Et lorsqu'on se pose cette question-là, commence le début de la compréhension, et c'est ça Malcolm X. Mais vous pensez que quand je parle de Malcolm X, je regarde Malcolm Little. Quand je parle de Malcolm X, lorsque Martin Luther King s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que ces livres-là, qu'on parle, les livres saints, les livres émaillés de certaines paroles de sagesse, dit que tous les hommes sont égaux, que tous les hommes sont ici, mais nous, ceux-là même qui prêchent le Christ le roi, nous humilient, nous accordent un statut. Pourquoi cette Amérique est comme ça? Martin Luther King est devenu Malcolm X. Il est devenu ce X-là. Hier soir ici, je pense que toutes les oreilles étaient attentives pour écouter le frère Pop Mutombo. Il a essayé de passer vite fait dessus. C'est X-là qui me pose problème. C'est X-là. Je disais que Martin Luther King est devenu X. Lorsque Aimé Césaire s'est posé la question de savoir quelle est mon identité, quelle est ma place, parce qu'Aimé Césaire avait compris qu'il n'avait pas de place. Dans cette société-là, Aimé Césaire n'existait pas. Et dans la place de la création, il n'existait pas, parce que la création a commencé avec notre négation. Je ne parlerai même pas de négation, mais notre absence. La création a commencé avec notre absence. Et il s'est fait que, au nom de ça, il fallait pour lui comprendre quelle est ma place. Et en cherchant à comprendre quelle est ma place, c'est cette phase de la compréhension qui a commencé. Lorsque Thomas Sankara est venu aux affaires, et il s'est dit, pourquoi les termes de l'échange inégal existent? Pourquoi est-ce que nous devons produire de matières premières à des prix quasiment insignifiants, et ceux-là qui les prennent nous revendent à des prix exorbitants? Il s'est posé cette question, X, l'inconnu. Même aux équations de premier degré, on comprend que l'inconnu est toujours là. X, à chaque fois, lorsque Laurent Gbagbo est arrivé aux affaires, il s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire doit tout donner à la France? Pourquoi est-ce qu'on doit tout donner? Pourquoi est-ce que ces contrats-là existent et continuent d'être maintenus? X, il est rentré, cet inconnu-là. Parce que la situation de notre monde, j'aime beaucoup les sciences mathématiques. Et lorsque j'essaie de lire tout ce que j'ai entre mes mains, c'est sur ça que je fonctionne. Je n'ai pas l'habitude de lire, moi, de manière littéraire, ou de chercher à comprendre. Non, je fais un exercice parce que je dois résoudre toutes ces équations. Et il faut résoudre toutes ces équations. Je prendrai A, c'est la première lettre de l'alphabet, 2, c'est la B, c'est la deuxième, et tout ça. Je vais associer, je vais commencer
à faire tous ces exercices pour aller trouver. Toujours c'est X là. Il s'est posé la question. X. Je disais, c'est pourquoi, à chaque fois, chacun de nous, lorsque cette jeunesse et cette génération commence à se poser la question, pourquoi? Ce sont les larmes que je peux lâcher ici, mais je ne peux pas le faire. Lorsque ma soeur parlait de cette histoire, ô combien douloureuse, on se pose la question, elle s'est posé la question, pourquoi il n'y a pas cette justice X? C'est cet inconnu-là. Il faut résoudre l'équation. La question, c'est qu'il faut des mathématiciens parmi nous. Et il faut résoudre ces équations. X. Nous sommes toujours dans cette dimension de comprendre que cette jeunesse est dans sa phase de la compréhension du mécanisme, la compréhension du système. Alors X, je reviens sur cet X là. Je sais que 24e lettre de l'alphabet, si je ne me trompe, 2 plus 4 égale 6. 2 plus 4 égale 6, qui est pour moi et qui est pour tout Africain, les chiffres du destin. Le destin, vous pouvez dire mystique, tout ça, mais le destin. C'est ce chiffre-là 6. Lorsque l'un des résistants, je salue sa mémoire, Simon Kimbangu, est parti, il avait prédit et il avait dit aux gens, je partirai à 15 h. Il a donné l'heure, à 15 h. 1 plus 5 égale 6. Tous ceux qui ont côtoyé Simon Kimbangu savent qu'autour de son œuvre, il a commencé un certain 6, les 6 avril. Il a prêché, disons, il a fait sa mission pendant 6 mois pour restaurer certaines choses. Et le jour de sa mort, il avait encore tapé ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 fois. De ce côté 6. Et moi qui, parfois, lorsque j'ai commencé ma quête de pouvoir retrouver, de résoudre ces équations. X. Pourquoi X? Pourquoi je vois ces mêmes personnes-là au Cuba, Martinique, Guadeloupe, Trinidad, Tobago? Je suis allé apprendre. Et quand je suis allé apprendre, c'était aussi ces questionnements de X. Et on m'a placé sous la trajectoire du chiffre 6, du destin qui devait s'accomplir. C'est X là, comme je disais, Malcolm X 2 plus 4 égale 6. Mais je sais aussi qu'il a eu 6 filles. Je sais aussi que c'est X là, comme je disais, égale 6. Les livres de la Bible, pour ceux qui croient aux aventures merveilleuses de Jésus-Christ ou de toutes ces aventures qui sont énoncées dans ces documents, on sait que dans le livre de l'Apocalypse 13-18, il est écrit ceci, que c'est lui qui a de l'intelligence et la sagesse calcule le chiffre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et ce chiffre est de 666. W, 3 W, 666. Alors j'essaie de me poser ces questions-là. Il fallait résoudre cette équation. Il fallait commencer à résoudre cette équation. Parce que c'est la phase de la compréhension. En partant de là, on va comprendre pourquoi l'Internet de rentrer dans la religion, je disais que Malcolm X, donc vous avez compris au moins la première partie, j'explique qui est Malcolm X. Et c'est pourquoi je disais que cette jeunesse est sur le pas de Malcolm X, parce que nous y sommes. Nous devons nous donner cette peine-là de résoudre l'équation, d'aller dans cette dimension, de comprendre X, de nous rentrer dans la peau et commencer à résoudre ces équations. Je disais que parfois, il m'arrive, lorsque je regarde tous ces phénomènes et toutes ces questions, il m'arrive parfois de poser ces questions, de commencer cette phase de la compréhension. Et lorsque la phase de la compréhension commence, la phase de la compréhension arrive, obligatoirement, ça déclenche en moi la deuxième phase, le changement. Le changement, je pense, les résumés, lorsque je suis rentré, ces résumés-là démontraient comment est-ce qu'on essaye d'aller chercher les changements. Comment est-ce qu'on part de gauche à droite pour aller chercher les changements. Avec l'action. Il fallait chercher les changements. Il fallait commencer à taper là où il fallait. Parce que Malcolm X, l'Occident et le monde entier, les systèmes en soi, s'est intéressé à Malcolm X parce que Malcolm X savait trouver les changements. Lorsqu'il a commencé cette révolution personnelle, cette révolution, elle est d'abord identité. Elle est identitaire parce que le X, c'est le nom qu'il a rejeté. Le nom qui dit Little. Il a rejeté le nom. C'est le nom qu'il a renvoyé. Et en renvoyant ce nom-là, c'était la première phase de la compréhension. Parce qu'il fallait enlever cet héritage-là. Alors on me dit, vous êtes de quelle nationalité? En vrai, en réalité, votre réponse et notre réponse doit être X. Vous sortez de l'Afrique, on vous dit, vous êtes de quelle nationalité? X. Vous venez vers les Antilles, on dit, vous êtes qui? X. Pourquoi? Parce que c'est de l'inconnu. C'est quelque chose qu'on nous a donné et qui ne nous appartenait pas. On m'a donné le fait, peut-être pas Congo, mais Martiniquais, Congolais,
Togolais, Sénégalais, AIS là, ça revient tout le temps. Toujours. On m'a donné ça. Mais c'est là que commence la première phase. La compréhension. X. De quelle nationalité? X. Parce que c'est le refus d'abord de quelque chose qui nous a été imposé. Parce qu'on a compris en 1884 que les tractations ont commencé. Les tractations ont commencé lorsqu'on a délégué celui qui était l'héritier du trône du royaume de KwaZulu pour aller négocier avec le royaume la Grande-Bretagne, la reine d'Angleterre, sur ce qu'adviendra l'Afrique de demain. Ils ont refusé de nous le rendre. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Cette démarche-là, c'est la première démarche si on veut réellement commencer à comprendre le système. Parce qu'il y a une difficulté qu'il faut savoir. Lorsqu'un enfant va à l'école, lorsqu'un enfant rentre à l'école, cet enfant-là peut paraître très intelligent. L'enfant comprend, comme je voyais la discussion qui venait de se passer là, l'enfant comprend justement comment ça se passe. Il arrive parfois que cet enfant est premier de sa classe. Tout le monde dira que cet enfant-là est intelligent, il comprend. Mais cet enfant ne comprend absolument rien. Rien du tout. Parce qu'il est entré quelque part. Quelque part là où on l'a mis là, pour essayer de le faire, de lui permettre de s'acheminer dans une logique qui a été... Or, la logique en question, cette logique-là de l'inconnu, c'est la destruction fondamentale de cet enfant. Il y a 4 graines. J'utilise le terme graine, pourquoi? Parce que la graine, on sait que la graine, à un moment donné, ça pousse. Hein, on l'a planté quelque part sous la terre ou en nous. Ça va pousser, cette graine-là. Alors, on va comprendre mieux. Je parle des 4 graines. Lorsque je parle du colonialisme, de l'impérialisme, de tous ces fléaux, de tous ces mots, je parle des 4 graines. La première, je parlerai de la religion. Second, je parlerai de l'administration. Après, je parlerai de l'école. Après, je parlerai du commerce. Ce sont les 4 graines. Et ces 4 graines-là, si vous ne comprenez pas mieux, si vous n'êtes pas très aguerri, si vous n'avez pas fait cette démarche-là de la compréhension, pour arriver au niveau d'X, de résoudre d'abord l'équation. Il faut résoudre d'abord l'équation pour commencer maintenant à comprendre. Et si vous n'avez pas fait cet acheminement, qu'est-ce qui va arriver? Vous aurez l'impression de comprendre. Regardez, lorsqu'ils ont voulu faire passer sans problème, sans souci, ce qu'ils ont appelé les razzias négrières et la destruction fondamentale de nos structures politiques, tant culturelles, tant sociales, ils ont trouvé un mot joli, commerce triangulaire. Pourquoi? Pourquoi commerce triangulaire? Parce que tous ceux qui étaient de la religion ont le sens de la compréhension pour comprendre c'est quoi les commerces. On vous dira que lorsque l'islam commence à s'implanter, lorsque le christianisme commence à s'implanter, lorsque les juifs arrivent, c'était toujours par la voie du commerce, par la voie des échanges. Parce que c'est par cette voie-là qu'on... Le commerce en soi, la graine là, elle est pourrie, elle est mauvaise. Mais je ne peux pas comprendre ça parce que vous êtes commerçant, vous êtes dans une seconde logique, mais en réalité parce que vous n'avez pas fait la première phase des choses, la compréhension. C'est pourquoi je disais que cette jeunesse, elle est révolutionnaire. Parce que, obligatoirement, il faut passer par là. Il faut passer par cette compréhension. Il faut aller par cette compréhension. Le commerce triangulaire. Vous voyez, ça passe mieux. Tous les crimes qui ont été faits, on dirait une petite magie. On dirait, c'est-à-dire un coup de baguette magique. Tout le monde en parle avec aisance. Commerce triangulaire, les débatteurs. Hein? Tout le monde, les spécialistes, commerce triangulaire. Parce que le commerce, c'est le terme, là, la graine, qui pose un problème. Or, commerce, comme je disais, va de pair avec la religion. Parce que c'est comme ça. C'est comme une marchandise qui est vendue, comme la marchandise qui a été vendue dans des religions. Comment on nous a vendu cette marchandise-là? Et l'autre graine dont je parlais de l'administration. L'administration va de pair avec l'école. Cet enfant-là que vous aviez dit, vous dites qu'il est intelligent. On est en train de doter à cet enfant une structure. Une structure réflexive, une façon d'agir, même la méthodologie de résoudre les questions. Parce qu'il y a une méthodologie. Quelqu'un te gifle, il te dit, je te dis comment est-ce que tu peux répondre, comment est-ce que tu peux me gifler. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez les Noirs, ou les Africains, ou les personnes qui sont lobotomisées, lorsqu'on est en train de violer ou de massacrer, ou de tuer dans les Caraïbes, ou de tuer dans la mère patrie Afrique, ces gens-là prennent leur stylo, leur plume, ils disent, son excellence, monsieur l'ambassadeur, daignez accepter. Après, à la fin, ils auront à dire, je vous prie de croire à l'expression de mes sentiments distingués. Voilà. Quelqu'un qui vous a giflé, qui vous dit voilà comment vous devez répondre. C'est parce que l'école, c'est l'acheminement de l'école. C'est cet acheminement-là. Le grain qu'on nous a introduit fait que nous sommes là pour servir l'administration. Parce que l'école est là pour ça. Regardez aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce qu'on appelle aujourd'hui le question de... c'est avec le franc CFA, le droit des affaires.
les droits des affaires en Afrique, il y a aujourd'hui un nombre très impressionnant des étudiants africains venus du Sénégal, du Mali, du Congo, et ainsi de suite, qui sont aujourd'hui cooptés comme des étudiants, comme des élites de demain, mais qui vont dans des universités que la France et l'Union européenne construisent ensemble au Maroc, par exemple, au pays du Maghreb. Et lorsqu'ils y vont là-bas, ils vont étudier, ils vont apprendre toutes ces choses, ils sont en train d'être préparés sur ce qu'on appelle le droit des affaires. Et ces droits des affaires-là, c'est en fait pour assainir l'environnement, permettre aux entreprises, permettre aux institutions, permettre au commerce européen, à l'économie, de pouvoir se sentir mieux chez soi. Quand on est là, il y a des interlocuteurs valables, des gens qui comprennent c'est quoi les droits des affaires. Et c'est ce qui aujourd'hui a abouti à des contrats néo-coloniaux et des contrats qui sont juteux pour les entreprises et les firmes capitalistes de l'Occident. Ces contrats-là qui aujourd'hui font perdre à l'ensemble des pays africains près de 800 millions. Près de 800 millions dans des chiffres officiels, près de 800 millions d'euros. Et il faut voir comment est-ce qu'on obtient ça. Le président Ahmed Sékou Touré, lui, à son tour, avait refusé. Laurent Gbagbo, lui, à son tour, a refusé de pérenniser ces contrats. Thomas Sankara, lui, avait refusé de pérenniser ces contrats. Patrice Lumumba n'a voulu même pas voir ces papiers-là. Et au nom de ça, qu'est-ce qui se passe? Les administrateurs, c'est-à-dire ceux qui étaient hier, des élèves, des écoliers, des étudiants, ce genre-là, eux, ils vont te combattre. Ils se disent, tu ne comprends pas comment les systèmes fonctionnent. Lorsqu'on t'explique ça, tu ne comprends pas comment les systèmes fonctionnent. Toi, tu te dis, ah, c'est vrai. Et c'est en ce moment-là, que les dangers commencent. Parce que, indirectement, tu cherches à comprendre comment les systèmes fonctionnent. Mais pas parce que toi, tu veux comprendre comment les systèmes fonctionnent. Parce qu'on te dit comment les systèmes fonctionnent. Et c'est ce qui pose un problème. Et le problème est tel que, aujourd'hui, lorsque la nudité du franc CFA a éclaté devant le monde, les gens, c'est comme si les gens étaient surpris. De dire, ah, les francs CFA, vous voyez, 600 millions d'euros qui partent comme ça, qui perdent. Ce n'est même pas les chiffres qui vous intéressent, c'est d'abord sur le principe. Sur le principe, comment est-ce qu'une monnaie peut commencer par franc CFA? Ce n'est pas un patrimoine africain. Comment est-ce qu'il y a le peuple franc, on parle de peuple franc, on parle de... Ce sont des questions identitaires. Mais comment est-ce que... C'est d'abord par de principe. On n'a même pas besoin des technocrates. On n'a même pas besoin des techniciens. On n'a même pas besoin des théoriciens pour comprendre ça. Pourquoi vous devez vous asseoir pour aller acheminer à cette perte de temps et cette perte d'énergie? Donc c'est là où je dis qu'il y a un problème. Avec ces 4 graines-là, il y a un problème. L'école, obligatoirement, vous préparez les administrateurs de demain. Obligatoirement. Et ces administrateurs-là ont été préparés pour servir, justement, cette industrie impérialiste et colonialiste. C'est uniquement la raison. Et le contre-retour, c'est le standing de vie qu'on leur accorde dans la société. Et qui s'est fait qu'ils se placent comme les élites de la société. Alors que ces gens-là ne comprennent pas. Une partie de notre mère patrie, l'Afrique. Je prends la ville de Matadi et la ville de Kinshasa, 350 km à peu près. Il y a la première route nationale. Écoutez bien, la première route nationale. Qui part de Kinshasa au port de Matadi. Or, si vous regardez, c'est que ces réseaux routiers permet peut-être par rapport à l'acheminement de marchandises et tout, pour les bénéfices de peuples d'abord africains qui sont au Congo et de peuples africains de manière générale, 0,0,0,8%. Parce que la construction de cette route, c'était pour une seule raison. La capitale a été créée là par la Belgique. La Belgique est là, les colons étaient là, et il fallait acheminer tout ce qu'on aura traité après, toutes les marchandises et les richesses départant de là jusqu'au vers les bateaux. Donc c'est pourquoi on a construit. Vous voyez, la première route nationale mène vers le port. La première route nationale mène vers le port. Le port, c'est quoi? C'est l'exportation. Et à travers ces ports-là, toutes les armes qui s'acheminent vers l'Afrique, à cause de cela, c'est par là que ça commence. La première route nationale. Alors, quel est le concept de la nation en Afrique? Quel est le concept de la nation? La compréhension même de l'appareil circulatoire. Parce que l'appareil circulatoire, là, qu'on a, c'est cet appareil circulatoire qu'on peut rabattre pour créer les réseaux routiers. Mais cet appareil circulatoire fonctionne mal. La compréhension, première étape. Il faut comprendre ces choses-là. Parce que c'est un problème. Du moment où la route nationale s'achemine dans cet ordre, c'est pareil pour Abidjan. C'est pareil pour toutes. C'est pareil. Donc quand je prends sur le plan, du microcosme, c'est pour que vous compreniez aussi sur le plan, pour ne pas aller dans tous les exemples. Donc on comprend mieux comment est-ce qu'ils ont construit à l'exportation, à l'extérieur. Et c'est cette subordination-là
de notre vers l'extérieur qui pose problème. Or, Malcolm X, lorsqu'il a posé la question, il a compris qu'il était subordonné à quelqu'un. C'est cette subordination-là qui pose problème. Et il a compris, je disais qu'elle est d'abord identité. On commence sur le plan identitaire. X là. Je disais nationalité, X, je ne sais pas. Un tel, je ne sais pas, X. Parce qu'il faut résoudre l'équation. Lorsqu'on va résoudre l'équation, on commence à avoir une vraie identité. Un vrai soi. C'est en ce moment-là qu'on peut parler maintenant d'autre chose. Et là, on commence l'acheminement de la réflexion. Et vous verrez, lorsqu'on comprend, on n'a plus besoin même d'expliquer ses actions. Parce que c'est la conséquence de cette compréhension. Lorsque Malcolm X commençait à parler maintenant, à indexer du doigt, voilà la réaction radicale. Voilà la réaction extrémiste. Voilà la réaction parce que ça choque. Ça choque pourquoi? Mais c'est la conséquence de quelque chose. C'est normal que ça doit choquer parce que les violences qui sont perpétrées derrière et tout ce qui est commis comme acte est tellement d'une violence inouïe que comme tout le monde s'était sur la question et il s'est fait qu'un maintenant qui a ressenti ça et qui commence à dégager ou à faire comprendre ça, ça pose un réel problème. Donc je disais que cette génération est une génération, quand j'ai parlé des révolutionnaires, la compréhension et le changement. Mais il y a trois mots aujourd'hui, trois mots qui vont essayer aujourd'hui de confirmer ce que je disais par rapport au contexte dans lequel nous sommes. Il y a trois mots simplement. Lorsque Malcolm X avait posé le base du nationalisme, ce nationalisme-là, à l'époque, lui parlait du nationalisme noir. Mais aujourd'hui, comme je disais hier dans la présentation, nous avions essayé d'évoluer. D'évoluer aujourd'hui pour parler du nationalisme africain. Parce qu'il fallait résoudre le X là. Pour parler du nationalisme africain et recadrer le sens des choses. Non pas ici, mais dans la profondeur. Parce que c'est ça l'Afrique. Ça ira maintenant dans la profondeur. On parlera de patrimoine génétique, on parlera de tout ce que vous voulez de l'Afrique. Mais ces trois mots, c'est quoi? C'est l'exploitation, c'est l'oppression et c'est la dégradation. Je vous parle de la dégradation. Ils ont commencé à dégrader. Vous étiez là? Je parle bien de la dégradation. Je ne dis pas que vous aviez été fait ceci. Non, je parle de la dégradation. La dégradation, vous étiez là? On va vous rabaisser là. Hein? Vous dégradez un peu parce que ça, on dirait que vous ne méritez pas. Et quelle est la dégradation? Regardez ces pays, ces beaux pays, la France. Parce qu'il y a deux choses. Il y a ces beaux pays, la France, et il y a la France moche. La France moche, c'est cette France-là que nous condamnons ici tous. Vous connaissez tous les fléaux de cette France-là. Et il s'est fait que dans la dégradation, aujourd'hui la France a quelque chose, une valeur, ô combien, hein, qu'ils essaient toujours de mettre en avant. Ils parlent de l'égalité. Parce que quand vous avez été dégradé, vous êtes ici, vous devez faire un effort d'aller là. Et là, vous vous arrêtez à l'égalité. Vous êtes limité là. Il ne faut plus aller plus loin. Parce que si vous allez plus loin, vous n'appartenez plus à la société des autres. Vous n'appartenez plus à la marche de choses. C'est-à-dire qu'il faut vous arrêter là. On vous a dégradé pour vous donner un challenge. Et aujourd'hui, je vois très enthousiasmé, je vois aujourd'hui des gens partout qui me disent « Oh, il nous faut l'égalité. Il faut aller dans cette égalité. » Mais c'est la conséquence de la dégradation quand vous parlez de l'égalité. C'est la conséquence de cette dégradation. Et cette dégradation, on a dégradé la personne humaine. Malcolm X, on lui prend, on l'a dégradé, on dit « Toi, tu deviens Malcolm Little. » Comme tous les autres noms que vous connaissez là. On nous a dégradés identitairement. On perd le soi, le moi véritable. On perd son espace environnemental, sa compréhension du monde, sa propre lecture, son paradigme propre à soi. On perd ça. Dégradation. On vient sur la dégradation du tissu social. Vous avez vu, je prends toujours son cas, parce que le contexte est pareil et il est le cas illustratif de ce qui nous arrive et de nos vies. C'est pourquoi je parlais, il faut mettre toujours ces X-là. Même quand vous vous êtes engagé pour commencer ces combats, pourquoi cette histoire? Pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi X? Vous êtes rentré. Mais maintenant, il faut passer à la seconde magie. La seconde magie, c'est la magie de l'affirmation. Comme lui, il a affirmé. Hein, comme beaucoup d'autres, vous savez, quand ils ont affirmé à travers l'histoire, il a commencé, lui, à affirmer. Je suis X parce que je refuse ce nom. Il a commencé la magie de l'affirmation parce que c'est là que ça commence à rentrer. C'est là que maintenant la société s'est dit, non seulement il s'est dit, il a compris, mais il commence à affirmer la logique de ce qu'il est. Il a commencé l'affirmation. Et au nom de cette affirmation-là, je disais la dégradation du tissu social. Regardez sa famille. Sa famille a été brisée. De par son père. Parce que son père était attaché dans ce cordon ombilical qui nous amène vers jusqu'à Marcus Garvey. Il comprenait déjà ce que Garvey disait. Parce que ce que Garvey disait, Garvey était le dépositaire d'une réalité vraie
que nos ancêtres ont commencé, oh combien belle lurette. C'est là où à un moment donné je parlerai de marron. La raison pour laquelle nous avions choisi de dire que nous sommes le marron uni dîner courageux, le MUDC. Parce que c'est ces marrons-là. C'est-à-dire, il fallait remonter ces cordons ombilicaux pour comprendre. Là, Marcus Garvey était l'un des dépositaires. Et lorsqu'il a commencé à transmettre ça, le papa à Malcolm X avait déjà compris. Donc on avait déjà sémé, c'est pourquoi je parlais toujours de la graine. Nous aussi on a utilisé parce qu'on comprend mieux le phénomène de la graine, nous. Comme on nous a déjà catalogué comme ou placé comme étant des paysans éternels, donc on comprend ça mieux. Donc il s'est fait que lorsqu'il commence son acheminement de la dégradation, je disais que son père, on a commencé par briser son père. Lorsqu'on brise son père, c'est le cas illustratif de toutes nos vies ici et de toutes nos vies partant des États-Unis d'Amérique, Trinidad et Tobago. C'est comme ça qu'on opère. Et c'est ça où je demande de la compréhension. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à briser cette identité. Lorsqu'ils ont commencé à briser son papa, en brisant son papa, automatiquement, parce qu'il y avait de l'amour. Si certaines personnes peut-être n'ont pas compris, n'ont pas vécu l'amour, mais il y avait l'amour entre son papa et sa maman. Et il s'est fait que la maman, directement, ce sont des conséquences qui sont logiques. S'il y avait des psychologues, chaque fois que je parle, des spécialistes en la matière pour confirmer avec des termes plus techniques, parce que je n'aime pas trop ces champs-là, c'est trop compliqué pour moi. Il s'est fait que on allait mieux comprendre l'acheminement. Et en ce moment-là, on a détruit. En détruisant la maman de Malcolm, on a détruit, c'est tout ce qui suivait après. Hein, ces liens affectifs avec ses enfants, et les enfants se sont sentis touchés direct. Je disais, ces liens sociaux, lorsqu'on a commencé à dégrader ces liens sociaux, les liens du tissu social suit directement la dégradation du tissu économique. C'est cette notion-là, ta compréhension que tu as de l'économie. Et ici, j'appelle beaucoup à la compréhension. J'entendais ici dire quelque part qu'il fallait se lancer peut-être, quand on parle de l'économie, aujourd'hui dans toutes les communautés africaines et dans toutes les communautés noires, si j'ose dire, quand on parle des questions économiques, on parle toujours de l'entrepreneuriat. Il faut redéfinir ce que vous appelez économie. Et il faut redéfinir les termes de l'économie. Je vais vous faire une petite démonstration. La personne humaine telle que vous êtes là, vous êtes pour moi l'enseignement par excellence de l'économie. L'homme comme la femme, vous êtes capable de conserver en vous une quantité inestimable de spermatozoïdes ou de liquide vaginal qui restent en vous tout au long de l'acheminement de vos vies. Vous êtes capable de conserver en vous le sang. Il y a aujourd'hui certaines personnes qui parlent des banques de sang où vous allez déposer. Mais vous l'aviez en vous. La quantité ô combien immesurable et incommensurable de votre sueur. Les larmes, vous savez le conserver. Même les problèmes dans nos cœurs, nous l'avions. Même des souvenirs dans nos mémoires. Même des noms dans nos mémoires, nous les avions. C'est-à-dire que c'est une expression de la conservation, d'abord, de l'économie. On commence par s'exercer par rapport à ça. Après, lorsque tu sors de toi, tu regardes les liens sociaux. Tu regardes les liens, ça dit la famille, la maison. Il faut commencer par redéfinir ce qu'on appelle l'économie. Entre guillemets, Barack Obama était l'un de rares noirs aujourd'hui qui était capable de citer le nom de ces 17 ancêtres ascendants du côté paternel. Le nom de ces 17 ancêtres. Et lorsqu'il est cité, vous allez me demander comment, parce que j'essaie de vous montrer là ce qu'on appelle la notion de l'économie. D'abord qui commence par la mémoire. Hein? Cette mémoire-là qui est pour comprendre votre identité. Pour recevoir de manière générationnelle ces patrimoines-là. Et ces patrimoines-là, c'est ce que vous conservez. C'est comme on conserve les secrets dans la famille. C'est comme quand on enterre des gens, on dit il faut une tombe pour conserver la mémoire. Ce sont des notions de l'économie. Mais la notion aujourd'hui qu'on a de l'économie est en train de se disperser. Donc il faut redéfinir la notion. Je disais qu'on a commencé à toucher le tissu, la dégradation du tissu économique. Et en commençant à toucher ça, déjà on commence à désorienter l'enfant. Malcolm X, lui, peut-être comme ça, je rentre dans le monde professionnel, disait que je veux peut-être être avocat. Je veux être avocat. Je veux être avocat. Je vais aller dans ce sens-là faire le droit. Pourquoi? Parce qu'il visait déjà un standing différent dans la société. Parce qu'il savait quand on devient avocat, je vais défendre le mien, c'est qui lui portait à cœur. Mais aussi, la rémunération va me permettre d'être un peu, voilà, il y a une classe et une aisance. Hein? On a commencé par toucher ça en les désorientant. Il y a un frère ici qui est ici. S'il était là avec moi aujourd'hui, il allait témoigner après. Quand il est venu ici, il s'est inscrit quelque part à Paris. Il devait faire l'informatique. Mais il y a ceux qui sont des informaticiens, vous savez qu'il y a des programmations, des domaines qui sont plus avancés en matière d'informatique. Et lui, il a voulu se lancer dans ça. Il commençait 3 mois après, son professeur est rentré un jour, il lui a dit, il lui a appelé, Jean-Cy, lève-toi, il s'est levé. Est-ce que tu connais, comment on appelle ça, Château d'eau? Il a dit, oui, je connais Château d'eau. Bon, il s'attendait que le professeur lui dise quelque part, peut-être pour aller travailler ou pour aller accentuer voilà, sa performance et tout. Il lui dit, vous savez, vous là,
Est-ce que tu vois Château d'eau quand tu passes? Ouais, ouais, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il dit, bon, je vois souvent de noirs qui sont là, qui vendent de produits. Il dit, c'est là la place des noirs. Pas ici. Ses frères, là, aujourd'hui, il est souvent entre ici et Luanda, où il a ouvert une boulangerie. Les frères m'avaient dit, c'est à partir de ces jours-là que sa destinée a été déviée. La dégradation du tissu économique. On commence là. Comment est-ce qu'il va gérer sa maison? Parce que lorsqu'une personne projette quelque chose en matière d'économie, une personne responsable sait comment intégrer sa famille, sait comment intégrer, c'est les conséquences qu'aura le projet qu'il entame pour sa famille même. Donc c'est-à-dire c'est une disposition déjà des choses qu'il prend. Et la personne était animée d'une volonté d'aller dans ce. Mais on lui dit, comme on a dit, les cas illustratifs, Malcolm X. Jésus aussi était charpentier. L'avocat là, ce n'est pas l'acheminement qu'il vous faut. Ici, ce n'est pas vous. Dégradation du tissu économique. Cette dégradation-là, c'est la dégradation aujourd'hui de notre identité véritable. C'est la dégradation de notre être et de notre humanité. C'est cette dégradation-là qui aujourd'hui se passe. Et il faut résoudre la question. Il faut résoudre la question même au niveau des relations internationales. C'est cette dégradation-là. J'ai parlé de l'oppression. J'ai parlé de l'oppression parce qu'à cette époque-là, nul aux États-Unis ne pouvait dormir. Nul aux États-Unis ne pouvait passer sans qu'il y ait la pression de ceux-là, les autres. Hein, les autres qui venaient souvent, qui faisaient la pression. La pression sur la personne. Vous devez quitter, vous devez partir d'ici. Ici, ce n'est pas votre place. Ici, ce n'est pas votre place. Aujourd'hui, l'oppression, les cas illustratifs encore. On est là tout le temps. Je pense que les camarades qui m'ont, et les frères et sœurs qui m'ont précédé, ont essayé de vous démontrer de sortes d'oppression. Comment est-ce que, même l'oppression médiatique, comment est-ce que l'oppression, même l'oppression scolaire, au niveau même de nos enfants, comment cette oppression-là on l'a mis en place. Et sur le plan étatique, vous voyez l'oppression aujourd'hui que nous subissons en tant que des nations, disons, des jeunes nations, de jeunes États, comme on dit souvent, nés au lendemain de la conférence de Berlin, où cette oppression-là s'est traduite par une ingérence intempestive des nations occidentales dans les affaires africaines. Lorsque les gens analysent la crise de la Côte d'Ivoire, les gens analysent la crise de la Côte d'Ivoire à partir de la prise du pouvoir de Laurent Gbagbo. Mais c'est une interprétation erronée. Parce que vous n'intégrez pas la dimension de la révolution. La dimension de la révolution, c'est qu'il faut aller en partant de là où Laurent Gbagbo a compris. Quand il a compris comment ça fonctionne. Mais comment a-t-il compris? Si aujourd'hui Thomas Sankara n'était pas mort, cas illustratif, si Thomas Sankara n'était pas mort, les Burkina Faso avaient pris un élan sur ce qu'on appelle aujourd'hui la restauration de ce qui a été dégradé. Le tissu économique, le tissu social, le tissu, même je dirais humanitaire ou identitaire. Thomas Sankara a pris de l'avance. Là où la France a échoué pendant des siècles, Thomas Sankara a réussi en 4 ans. En 4 ans, il a réussi à accomplir tout ça. Et si Thomas Sankara n'était pas mort, aujourd'hui on aurait une Burkina Faso en plein essor. Un pays stable. Et Blaise Compaoré ne serait pas venu au pouvoir. Et si Blaise Compaoré ne serait pas venu au pouvoir, on n'aurait pas pu alimenter la rébellion qui aujourd'hui a abouti à la déstabilisation de Laurent Gbagbo. Donc l'acheminement de ce travail-là que l'on fait au niveau de la CIA, où les conséquences des choses vont se passer en 2020, en 2030, en 2030, vous cherchez l'explication, mais vous ne cherchez pas la compréhension. Et lorsqu'on ne cherche pas la compréhension, il y a un problème délicat. Même quand on s'engage dans des mouvements, il y a un sérieux problème. Comment on oriente nos énergies? Parce que ça sera la conséquence de ça. Les actions doivent être la conséquence de cette compréhension. Et je disais que cette oppression-là, cette oppression, vous le savez aujourd'hui, quand on nous... je pense que le frère Domota va intervenir, on verra, on aura mieux compris aussi de ces côtés-là. Hein? De l'autre côté, comment ça se passe? Comment cette oppression-là s'est traduite dans le quotidien? Comment est-ce qu'on arrive à opprimer? Et cette oppression-là, comme la conséquence de la domination, quand ça descend, l'homme commence à opprimer la femme. Lorsque l'homme commence à opprimer la femme, indirectement opprime ses enfants. Et cette oppression-là, là je parle, ça rentre dans nos maisons. L'oppression commence. Parce que c'est déjà quelque chose qui existe. Et c'est cette oppression-là qui pose problème. Et je disais que je parlerai de l'oppression, je parlerai de la dégradation, je parlerai de l'exploitation. L'exploitation commence par l'exploitation de l'homme. Lorsqu'on exploite notre intelligence, lorsqu'on exploite nos énergies pour une industrie qui aujourd'hui est en train de nous tuer en toute douceur, avec un feu doux. Areva est en train de tuer. Mais vous ne comprenez pas qu'il y a une exploitation dans le cerveau de la plupart d'entre nous, où les gens se profilent dans une direction. Je dois devenir, comment on appelle ces gens-là qui vont travailler dans ces genres de domaines nucléaires et tout ça? Astronaute. Bon, vous avez beaucoup de noms pour ces genres de choses. Donc ces gens-là, on commence déjà à les préparer par rapport à l'exploitation. Ton cerveau et l'énergie commencent à être exploités déjà par rapport à quelque chose dont les conséquences, les dividendes ne vous appartiennent pas. Lorsqu'on forme les gens, quand j'ai parlé tout à l'heure là des techniciens par rapport au franc CFA,
vous devenez technicien. Vous vous dites, bon, je suis devenu technicien formé, je suis compétent. Vous êtes compétent en quoi? Votre compétence, là que vous parlez compétent. Comment pouvez-vous être compétent dans la participation de l'assassinat de masse de votre peuple, de l'appauvrissement, si j'ose dire, de masse de votre peuple? Comment tu peux parler de compétences? La compétence, alors il faut redéfinir les termes. C'est là où je parlais des concepts. Et le concept, je disais que Malcolm X, les cas illustratifs, a réussi à poser les nationalismes. Je ne vais pas dans le nationalisme énorme, mais je parle du nationalisme. Et ces nationalismes maintenant, comme je disais, les nationalismes africains, c'est l'intelligence du renouveau. Et c'est ça la démarche de cette génération, l'intelligence du renouveau. Je ne rentre même pas dans la création, d'abord je parle de l'intelligence du renouveau. Parce qu'il faut renouveler des énergies. Il faut renouveler nos sociétés d'attente. Il faut renouveler. Lorsque l'Occident parle parfois de renouvellement des énergies, est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça signifie? La conséquence du renouvellement de l'énergie pour nous, pour vous, quelles sont les énergies qui seront renouvelées? Vous avez vu dans l'acheminement des actions que nous avions posées, nous sommes allés dans le tombeau de Napoléon Bonaparte. Et nous sommes allés dans la résidence de Jean-Marie Le Pen. Le lien c'est quoi? Parce qu'il y a eu renouveau des énergies. Le même reflet, les mêmes idées, les mêmes actions qui ont caractérisé les réflexions autrefois de Napoléon Bonaparte caractérisent Jean-Marie Le Pen. Je ne rentre pas dans le cadre des partis politiques. Je parle de la personne en tant qu'une influence politique dans ces pays parce que quand je parle de Jean-Marie Le Pen à un moment donné a pris un nom et une fonction présidentielle. Il a exercé la fonction de président de la République au nom de Jacques Chirac. Lorsqu'il a revêtu le costume de Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen a dit ceci. Là où il y a de l'odeur, il faut rajouter le bruit et la saleté pour parler de nous. Jean-Marie Le Pen a exercé encore lorsqu'il a revêtu le costume de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République. Nous allons nettoyer tout ça, vous savez la suite. Jean-Marie Le Pen s'est encore réincarné en tant que président du FN. Lorsqu'il dit à travers Marine Le Pen, il faut essayer de se débarrasser de l'immigration bactérienne. Ça c'est un mot violent, même pas violent, mais ça démontre le cas illustratif dont j'explique. Parce que si vous allez en République dominicaine, vous entendrez ces mêmes langages. D'où l'on dit l'immigration ou la venue des Haïtiens. Hein, on qualifie ça de l'immigration bactérienne. Et c'est la source. C'est la source aujourd'hui de beaucoup de crimes. C'est de même lorsque les Africains, d'ailleurs, à juste titre, rentrent chez eux. C'est-à-dire que lorsque nous quittons par exemple la Mauritanie pour aller au Maroc, en Algérie, c'est chez nous. Mais on parle de cette immigration-là bactérienne. On dit, voilà, les kafirs sont arrivés. C'est ça, cet esprit-là de Jean-Marie Le Pen que j'ai dit. C'est cet esprit-là qu'incarnait Napoléon Bonaparte. Et c'est ça l'acheminement des autres. Les renouveaux. Je disais que le nationalisme africain, c'est l'intelligence du renouveau. Il faut renouveler nos énergies. Nos énergies-là qui étaient capables autrefois de pouvoir chercher à prendre notre destinée en main. Nos énergies-là qui étaient capables autrefois de pouvoir s'élever à chaque fois que l'on sentait qu'on dépassait les limites de l'acceptable. Et qu'on commençait à violer cette partie-là qu'on n'a jamais tolérée, que chacun de nous n'a jamais toléré qu'on puisse toucher. Ces périmètres-là. Il faut renouveler ces énergies sociales qui caractérisaient l'organisation de nos sociétés. Il faut renouveler ces énergies-là qui caractérisaient l'organisation de nos politiques, de nos priorités surtout. De nos priorités. Pourquoi je parle des priorités? Aujourd'hui, aider à travers différents mécanismes, par exemple le STABEX pour les pays ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, le réajustement, le programme d'ajustement et de réajustement structurel pour la plupart des pays africains qui ont dilapidé complètement les économies africaines. Lorsqu'ils arrivent, ils vous donnent l'argent et ils vous donnent les priorités. Quelles sont les priorités? Vous ne construirez pas ça. Vous devez construire ça. Hôpitaux, écoles. Et lorsqu'on met la construction des hôpitaux et des écoles, tout le monde est émerveillé. L'Afrique est... Aujourd'hui, les baromètres de toutes les personnes qui aujourd'hui critiquent peignent l'Afrique en noir ou nous peint, disons pas en noir, mais en... Hein, comme, si j'ose dire, la laideur de la peau de la mère du crapaud. Hein, comme on nous peint là, comme ça, on dit que la peau du crapaud est tellement laide à voir. C'est de cette manière-là. Quand on arrive à nous peindre, on dit, oh, regardez les pays africains. Regardez, ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Et pourtant, on leur a donné l'argent. Et lorsque ces gens-là analysent, ils disent, vous voyez, les Africains n'arrivent même pas à construire des écoles. Ils n'arrivent même pas à construire des hôpitaux. Ça, ce sont des argumentaires qui sont donnés, qui sont rodés. Des argumentaires qui doivent vous faire accepter à vous. Vous pensez que vous êtes en train de réfléchir. Vous pensez que vous êtes en train de permettre aux gens d'avancer. Quand vous dites qu'il faut construire des hôpitaux, il faut construire... Vous n'êtes pas en train de comprendre la réalité, c'est que vous êtes en train de construire. C'est que vous êtes en train de nous demander de faire. Et à chaque fois que ces critères ne sont pas respectés, comme on a établi les critères, qui définissent et qui établissent les critères de développement?
Ce sont ces mêmes nations. Aujourd'hui, parmi les critères d'un pays développé, on a introduit dans les pays africains le planning familial. Le planning familial a comme conséquence numéro 1 la contraception, par exemple. La réduction drastique de nombre de naissances, si vous voulez, des populations humaines. Et cette réduction drastique, je vous parlais ici de cet esprit-là, Jean-Marie Le Pen. C'est pourquoi nous sommes allés chez lui, lorsqu'il parlait de Monseigneur Ebola. Et c'est pourquoi nous sommes allés chez tous ces érudits-là de leur côté qui disent que le problème de l'Afrique, c'est aujourd'hui un problème que vous savez, la démographie. Or, la Chine est une puissance économique, on voit aujourd'hui par rapport à la force démographique, comme l'Inde. Et pourquoi nous priver à nous, nous qui avions subi toutes ces exterminations, nous qui aujourd'hui nous avions subi toute forme de destruction, pourquoi nous empêcher à nous de remplir les côtés ou de pouvoir dépasser la Chine? C'est notre challenge de demain. Pourquoi nous, on ne peut pas dépasser l'Inde? Eux, ils doivent avoir 1 milliard et quelques, et l'Afrique, alors, on vous fait croire que l'Afrique n'est même pas capable de nourrir tous ces gens-là qui sont là. Et le problème de la démographie, si vous regardez bien, ça ne touche que l'Afrique, Antilles, Caraïbes. On parle de ça que là. Et aux États-Unis d'Amérique, dans des communautés noires, on pose la question de la démographie. Et ça, c'est un problème. C'est pourquoi je parlais de la compréhension. Et cette compréhension-là, par conséquent, doit aboutir à l'action. L'action vraie. Et cette action-là, quand vous posez la question, ma soeur, cette action-là, c'est qu'il faut faire mal. Il faut faire mal. Si vous voulez qu'on s'intéresse à cela, si vous voulez qu'on trouve, hein, qu'on puisse avoir gain de cause, il faut faire mal. Alors, comment on arrive à faire mal? Là, c'est pourquoi nous, on a choisi de devenir des marrons. Regardez bien l'illustration et la démonstration de ce qu'on appelle des marrons. La société était là tranquille, comme dans les villages africains. Je voudrais recadrer une chose parce que l'esprit des marrons n'est pas né. On n'a pas créé un génie, un égrégore comme les gens ont d'habitude de dire aujourd'hui. On a créé des conditions pour faire appel à cet esprit africain. Parce que c'est ça le vrai esprit africain. Parce que nous avions été déportés et dépossédés de tout. Tout ce qu'on a fait là-bas, de ce qu'on n'a jamais fait en Afrique, pour appeler ces esprits, il faut passer par le tribunal des ancêtres. Alors que là-bas, on n'a pas eu besoin de passer par le tribunal des ancêtres. On a eu le courage d'affronter directement ces esprits. C'est pourquoi on a créé les conditions de Bois Caïma. Et c'est là qu'on va répartir pour poser les bases maintenant. Les bases de ce qu'adviendra les négociations qui seront autres. Notre négociation pour récupérer l'Afrique. Les actions, les types d'actions qui seront nôtres. Et c'est pourquoi je disais pourquoi on a dit ça. Parce que sur ces cas-là, nous allons essayer de comprendre que quand ils disent, quand on dit que nous sommes le marron, nous allons faire appel à cet esprit pour comprendre que, aujourd'hui, je disais pour expliciter pourquoi on a choisi et pourquoi, comment faire mal. Il y a des limites qui sont établies. Les limites sont là. Les limites, il y a quelqu'un qui les a établies. Et cette personne-là, au nom de la compréhension, parce que ils n'ont jamais cessé de fatiguer les chenilles de mes oreilles à chaque fois qu'on pose une action. Je reçois toujours des coups de fil. Mais pourquoi vous avez fait ça? Ce n'est pas de cette manière-là qu'il fallait faire. Il ne fallait pas aller comme ça dans une ambassade. Il ne fallait pas entrer dans la Banque de France. Mais écoutez, qui a dit qu'il ne fallait pas entrer dans la Banque de France? C'est lui qui m'oppresse. Est-ce que dois-je demander l'autorisation à celui qui m'oppresse, à celui qui viole ma femme, à celui qui détruit mes enfants, l'autorisation de les combattre? C'est moi qui vis dans la logique ou bien c'est moi qui suis dans l'illogique? Et il s'est fait que cet état d'esprit des marrons, c'est-à-dire on a créé des conditions. Et lorsque nous sommes allés par exemple à Chamaillère, il était marqué sur la plaque là, interdiction d'entrée, 150 000 € d'amende et 7 mois d'emprisonnement ferme. Alors on a mesuré la force de l'ennemi. On a mesuré la force de l'ennemi, on est rentré. On a ouvert les portes de la Banque de France. Nous étions dedans, on est rentré. Lorsque nous sommes allés au tombeau de Napoléon, à la sortie, les gendarmes nous ont arrêtés. Ils ont dit que c'est quand même Napoléon. J'ai dit oui, c'est quand même Napoléon, c'est pourquoi on est là. Mais vous ne comprenez pas que vous êtes venus dans le tombe de Napoléon. J'ai dit mais oui, c'est parce que c'est le tombeau de Napoléon qu'on est là. Donc il fallait qu'ils comprennent que nous sommes venus là parce qu'il fallait transcender la limite. Il fallait aller outre par rapport à ce qui était. Et cet esprit-là, c'est cet esprit-là qu'il faudrait avoir. Parce que c'est ça la compréhension, c'est de comprendre simplement. Il crée des mécanismes. Et lorsqu'on commence à traverser ces limites-là, on s'intéresse à vous. Lorsque vous commencez à traverser ces limites, comme Malcolm X, les cas illustratifs, à traverser ces limites-là, on commence à s'intéresser à vous. Et aujourd'hui, je retire la partie X de Martin Luther King. Je prends son autre aspect des choses. La conséquence ou la situation actuelle de nos vies, c'est l'œuvre de Martin Luther King. Parce que Martin Luther King a eu un rêve, et ce rêve-là s'est concrétisé. Ces rêves-là, vous connaissez le rêve. Le rêve a été, voilà, le rêve s'est concrétisé. Mais nous nous sommes rendus compte. D'ailleurs, ces rêves-là, c'est que ça, du moment où quelqu'un dit ne traverse pas et que tu traverses, c'est déjà un changement. Tout a changé depuis ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on attend
les 7 mois d'emprisonnement ferme et on attend les 150 000 € d'amende. Il n'y en a pas, parce que ça sera simple pour nous de payer les 150 000 € d'amende. Du fait que une partie de cet argent-là, on va le retirer chez Ouattara ou chez Nicolas Sarkozy qui reçoit 6 millions par rapport au combine du fonds CFA. Donc ils ont peur de beaucoup de ces choses-là. Et ils peuvent. Mais nous, on sait que s'ils nous demandent, on ira là et on va payer sans problème. Donc c'est échange par échange. Donc c'est cet état d'esprit-là. C'est pourquoi on a dit que cette génération, et en commençant par ces rejets-là, j'ai fini par ça. J'ai fini par le fait que une phrase, mais ça je laisse ça comme le dit souvent. Vous savez, les nationalismes africains, je vous disais que c'est une intelligence de renouveau, mais c'est aussi une sagesse guerrière. Et cette sagesse-là, c'est avec ça qu'on va répartir. C'est cette sagesse-là qui dit, vous savez, on a dit une phrase courte, Malcolm X a échangé son fusil avec le bulletin de vote. C'est en ce moment-là que Malcolm X est devenu plus dangereux. Il a remis son fusil. Il a pris le bulletin de vote. Le président Jomo Kenyatta disait que lorsque les Européens sont arrivés chez nous, ils nous ont demandé de prier. Lorsqu'on a ouvert les yeux, eux, ils avaient la terre et nous, on avait la Bible. C'est cet échange-là. Il y a une sagesse profonde et il y a une compréhension à une autre dimension pour comprendre pourquoi le bulletin de vote devient dangereux à la place du fusil. Donc, c'est sur ça que je vais clore cette intervention. Je vous remercie. Poser ma question? Allez-y. Hein, excusez-nous, Oui. on arrange en même temps les choses parce que faudrait aussi communiquer sur ça et tout le monde a le droit de communiquer dès demain sur ça. Voilà, c'est parti. Alors moi j'ai une question pour Ouazulu, pour résumer un peu ce que j'ai compris par rapport à la dégradation, l'égalité, dépasser les limites et tout ça. Je sais, bon, toi tu es, on va dire, je vais t'appeler comme une sorte d'illuminé, donc tu as été inspiré, tu as compris. Maintenant pour nous autres et la masse, comment comptes-tu nous faire avaler cette pilule pour que nous aussi nous puissions être à ton niveau et pouvoir justement dépasser ces limites? Je dirais la première chose, c'est que, comme je disais, j'ai à la fois donné des pistes, hein, des solutions, comment on peut opérer. J'ai pris le cas de Malcolm X pour démontrer que le cas illustratif de Malcolm X, c'est un cas que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, que tout un chacun de nous est en train de vivre. Et la première des choses qu'il a fait, lui, c'était d'accepter là. La compréhension, c'est quoi? C'est d'abord d'accepter ce qui se passe, d'accepter comment on fonctionne et comment ça se fait. Et lorsqu'on accepte, il y a une volonté de pouvoir faire une rupture. De faire une rupture avec ceux qu'on dénonce, avec ceux-là, toutes les questions qu'on essaie de rejeter. Vous faites d'abord la rupture. La rupture, elle est, je disais, elle commence identitairement. Si vous avez ces noms-là, vous avez ces patrimoines-là, parce que je n'ai pas eu le temps de développer c'est quoi le nom. Quand vous parlez le nom, la signification, aujourd'hui, les gens disent nom, N-O-M. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie en français. Mais lorsque je prends dans un jargon africain ou dans une langue, dans une racine africaine, on peut dire Kumbu. C'est-à-dire, c'est à la fois toute la plénitude de votre être, le nom là que vous voyez. C'est une porte vraiment qui va au-delà de beaucoup de choses. C'est-à-dire, à la fois, il y a des institutions. C'est-à-dire, le nom te pousse à aller vers des institutions, à avoir un comportement, à avoir une façon d'être.
hein, il y a un acheminement, la trajectoire, on appelle ça la trajectoire nominale. Pour ceux qui nous ont suivis par rapport aux formations qu'on a eues pendant les 8 mois qu'on a eu de formation par rapport à ces questions, nous avions évoqué la question de trajectoire nominale. Aujourd'hui, je vois beaucoup de frères et de sœurs qui prennent par exemple le nom de Pharaon. Tu prends le nom de Pharaon, première étape, mais la trajectoire nominale de ton nom pour qu'il puisse avoir la réalisation. Lorsque tu prends par exemple le nom de Toutankhamon, c'est bien, première étape. Mais pour la réalisation, pour que tu deviennes Toutankhamon chez toi, dans ta communauté, dans la nation, de manière générale, globale dans l'humanité. C'est-à-dire, c'est la trajectoire. C'est cette trajectoire. Donc, ça commence d'abord par le nom. On accepte et on commence. La conséquence, je disais, c'est les institutions. Vous verrez, quand on te donne le nom de... c'est pas pour indexer ceux qui ont ces noms-là ici. Par exemple, on te donne le nom de Philippe. Lorsque tu as le nom de Philippe, derrière, quand vous regardez les calendriers grégoriens, un jour, le jour de Philippe, vous aurez remarqué qu'il y a des énergies vraies qui vous orientent. Et a fortiori, vous risquez de commencer à penser, même selon les horoscopes ou de trucs qui mettent Sagittaire et tout ça, en entrant dans Philippe, vous avez la compréhension de votre être, de comment vous allez être quand vous arrivez au travail. C'est-à-dire tout ça, c'est l'acheminement de tout ça. Et cette compréhension va directement occasionner cette rupture-là, dans les institutions, partout où tu vas, dans la société. Et ça, c'est la première démarche. La deuxième démarche, c'est que nous essayons, dans la mesure de nos moyens, de pouvoir partager ce qu'on a. Comme aujourd'hui, je pense qu'on est là, on a partagé. Et je refuse de croire. Je refuse de croire que les applaudissements de tout le monde ici, c'était pour faire plaisir. Ou c'était pour... Je pense que les gens ont compris et ont saisi. Et ça, c'est la première étape. La seconde étape, disons. Après, il y a bien évidemment, comme je disais, la compréhension sans action. Ça, vous êtes en train de vous empoisonner. Une compréhension sans action, c'est que vous n'avez réellement pas compris. Vous comprenez que lorsque cette personne rentre ici, il arrive à faire pipi ici, et que ça va demain, l'odeur va remonter et tout ça, on sera mal à l'aise ici, et vous le laissez, vous dites que, bon, c'est vrai que c'est un frère qui arrive souvent et qui fait pipi ici. C'est-à-dire qu'il faut agir en ce moment-là. Il y a aujourd'hui d'autres peuples, d'autres communautés qui ont des valeurs qu'on appelle des valeurs aujourd'hui intransigeantes. Si vous arrivez là, hein, vous dépassez la limite, même l'amitié en couple. Vous comprenez ces phénomènes. Donc voilà, c'est troisième aspect, et je disais que c'est l'action. Après, ça sera l'engagement dans l'action pour acheminer à tout ça. Bonsoir. Alors, excusez-moi, juste, je pense qu'il faut qu'on aille dans toutes ces définitions-là. Hein, c'est très très important de permettre aux gens d'avoir une certaine lecture pour se mettre en action. En même temps, ceux qui ont déjà des idées, des propositions, peuvent aussi en faire. D'accord? On note tout ce qui vient comme proposition. Merci pour vos interventions, tous. Vraiment, j'ai vraiment apprécié. Je me sens régénéré encore, donc ça me fait du bien. La compréhension sans action, donc moi je m'appelle Arnaud Congolo. Hein. J'habite à Nantes. Je fais partie de ceux qui, à un moment donné, on a compris, parce qu'on a grandi, on partage ce discours-là. Et un jour, ici à Nantes, je me suis dit aussi avec des amis, on s'est dit, bah écoutez, on va se présenter aux élections municipales ici. D'accord? J'étais candidat ici aux élections municipales. La première réaction que j'ai eue, on m'a dit, mais Arnaud, mais fais-toi petit, rentre dans un parti comme ça où on te met une place au chaud, tu as un salaire, un truc, et puis c'est bon, quoi. Ah, ça c'était déjà l'entourage. Hein? Après, bon, je ne vous dis pas tout ce qui s'est passé dans Facebook, voilà, voilà, les insultes et autres, mais ça, c'est rien. Effectivement, je partage vraiment l'avis de ce que vous avez dit. La seule façon d'être écouté, d'être respecté, c'est qu'à un moment donné, il faut se mettre en avant, il faut défendre des positions claires, nettes, précises, au risque d'être traité d'extrémiste et de tout ce qu'on veut rien foutre. Hein, ça, c'est clair. Donc, il n'y a que ça qui fait bouger les choses. Si on veut adopter des positions molles, des trucs un peu, on ne sait pas où on se place, il n'y aura rien du tout là. Aujourd'hui, quand on pose des actes, je prends quelques exemples un peu de ce qui s'est passé. À travers cet acte-là, on a posé. Ben, la première réaction que j'ai eue, et ça m'a fait plaisir, c'est les plus jeunes qui sont venus me voir. Ils m'ont dit, ben, en fait, on ne pensait pas que c'était possible. Ça veut dire que nous aussi,
on peut se présenter aux élections. Ben, je dis, ben, bien sûr, vous pouvez vous présenter. Parce qu'on a fait ce boulot-là de pédagogie en disant, voilà, pour se présenter, il faut faire ça, 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 ça. Et aujourd'hui, moi, je le dis, je ne le cache pas, j'encourage aujourd'hui dans toutes les villes de France, d'accord, toutes les élections, il faut que les jeunes s'organisent à monter des listes, à présenter des candidats, parce qu'avant tout, ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire d'organisation. D'accord? De se dire, voilà, on y va, on a les couilles, on y va, et puis on fait le boulot jusqu'au bout, même si on vous descend par la presse ou non, on s'en fout, on va jusqu'au bout. D'accord? Et je terminerai vraiment là-dessus. Effectivement, les reproches, on va toujours en essuyer. Les gens vont tout dire les choses, vont toujours dire les choses. Mais la question c'est que, pourquoi on se bat? D'accord? On se bat pour faire avancer les choses, on se bat pour qu'aussi les plus jeunes puissent justement s'imprégner de ce combat-là, voir qu'il ne s'agit pas d'un combat d'une communauté, il s'agit d'élever l'être humain. D'accord? Parce qu'à travers ça, quand on respecte tout, à travers ce combat-là, c'est que c'est le combat du respect de tout être humain. Et ça, c'est hyper important. Voilà. Je tenais vraiment à le dire. Et merci vraiment pour vos interventions. J'ai vraiment apprécié. Merci encore. Oui, bonjour, moi c'est Bruno. Donc, ce que moi je vais poser la question, après je vais faire une proposition. Donc ma question c'est, en vous écoutant parler, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous dites vous avez entré dans vous allez aller, vous étiez au tombeau de Napoléon, vous étiez chez Jean-Marie Le Pen, que je vis sur YouTube, est-ce que vous demandez aujourd'hui à des gens comme des gens qui militent, qu'ils puissent aller dans le sens des désobéissances et non dans la voie pacifique en fait, d'abandonner la voie pacifique et aller deux fois dans la désobéissance civique pour dénoncer, pour montrer qu'on n'est pas content. Ça c'est la question. Moi ma proposition aujourd'hui, comme moi nous sommes beaucoup assez individuels parce qu'on a envie de savoir, parce qu'on a conscience, on connaît la réalité mais pas de la profondeur. Donc on a un esprit révolutionnaire qui sont à nous, parce qu'on sait qu'on est martyrisé, et on ne veut pas rester des esclaves à vie, et surtout pas nos futurs, nos enfants et tout. Donc est-ce que vous ne pouvez pas organiser, j'espère que j'ai déjà soulevé ce point ici même, est-ce que vous ne pouvez pas organiser des formations, des séances de formation pour former des gens qui ont envie, mais ils ont une limite en fait de pouvoir connaître, acquérir des connaissances et avancer dans le sens de vrais combats. Je vais d'abord commencer par nuancer un peu ce que le frère disait par rapport à l'engagement qu'il a pris pour être candidat. Je pense que là, il y a eu une volonté, il a souligné une phrase qui m'a interpellé. Quand il dit « n'est pas rentrer dans des partis classiques », mais de former des lycées, de s'organiser. Je revois encore Garvey qui revient, de s'organiser et de pouvoir aller. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, un peu la conquête du pouvoir. Et c'est cette ligne-là, c'est une expression vraie d'une compréhension qui déclenche une action vraie. Et nous la prenons. Quant au frère, par rapport à la première question, votre question, c'est... aller dans le sens des désobéissances. Voilà, aller dans le sens de la désobéissance civile. Il est évident qu'à chaque fois que maintenant on va combattre, et la ligne de combat avait changé, vous vous rappelez même du jour de sa sortie, le jour où le pouvoir a basculé, lorsque Declercq dit écoutez, le président, Monsieur Mandela ne veut pas abandonner la lutte armée, et veut que nous allions vers la démocratie et tout. Mandela dit, aussi longtemps que la démocratie n'aura pas triomphé, la lutte armée, on n'abandonnera pas. C'est-à-dire, c'était une façon de dire que lorsque les énergies nouvelles arrivent, évidemment, je citerai Gandhi, qui disait une loi qui est une loi injuste ne vaut même pas la peine. Comme je disais, Lumumba n'a même pas eu besoin de vouloir regarder. Thomas Sankara a dit, c'est fini. Gbagbo a dit...